Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une étape absolument fondamentale quand on lance un projet en Belgique, le choix de la bonne structure juridique. C'est un peu la fondation de la maison, c'est ce sur quoi tout le reste va reposer. Alors voilà, on y est. L'idée est là, l'énergie est au rendez-vous, c'est un moment super excitant. Mais très vite, une question arrive. Un défi que tous les créateurs d'entreprises connaissent bien. Et ce premier choix, attention, ce n'est pas juste une formalité administrative, loin de là. C'est vraiment la décision qui va tout conditionner pour la suite. Le financement, les impôts, la responsabilité, bref, l'avenir même du projet. Bon, alors, comment on s'y retrouve dans tout ça? L'objectif ici est simple, qu'on y voit plus clair ensemble, pour que ce choix puisse se faire en toute connaissance de cause. Parce que pour bien décider, il faut d'abord bien comprendre. Allez, on plonge dans le vif du sujet, on va passer au crible les 5 formes juridiques les plus courantes en Belgique. On va les décortiquer une par une. Voilà, donc les 5 options principales sur la table, la personne physique, la SRL, la SA, la société coopérative et la SBL. C'est notre feuille de route pour les minutes qui viennent. Maintenant, place à la comparaison. On va mettre ces 5 statuts côte à côte et regarder ce qui les différencie vraiment sur 3 points essentiels. Le capital qu'il faut mettre au départ, le niveau de risque et le but final de la structure. D'un seul coup d'œil, on voit bien les grands écarts. D'un côté, la personne physique. On peut se lancer seul, sans capital de départ, mais attention, la responsabilité est totale sur le patrimoine personnel. À l'opposé, la SA, qui demande un ticket d'entrée assez élevé, mais qui en retour protège bien les actionnaires. Et puis entre les deux, on a la SRL et la SC qui sont des options beaucoup plus flexibles. Ça, c'est vraiment le point à ne pas négliger. La responsabilité illimitée, ça veut dire ce que ça veut dire. Il n'y a aucune séparation entre les biens de l'entreprise et les biens personnels. En cas de pépin, tout peut y passer. À l'inverse, la responsabilité limitée crée une vraie barrière juridique. L'entreprise devient une personne morale distincte et ça protège le patrimoine privé. Ce chiffre, 61 500 €, il n'est pas là par hasard. C'est le capital minimum pour créer une société anonyme. Ça la positionne tout de suite comme une structure pour des projets d'une autre envergure. Des projets très ambitieux qui ont besoin d'une grande crédibilité, notamment pour attirer des investisseurs. Alors attention, il y a quelques subtilités. Pour la SRL, quand on dit patrimoine suffisant, ça ne veut pas dire qu'on peut démarrer avec rien. Non, il faut un plan financier en béton pour prouver que les fonds de départ sont assez solides pour tenir au moins 2 ans. Pour la SCU, il faut bien comprendre que l'idée de coopération passe avant la recherche de profit pur. Et enfin, la SBL, ce n'est plus seulement du bénévolat. Elle peut tout à fait avoir une activité commerciale du moment que les bénéfices sont réinjectés dans son objectif social. Ok, maintenant qu'on a posé les bases théoriques, on va rendre tout ça beaucoup plus concret. On va essayer de voir quel statut correspond le mieux à quel type de projet. Prenons un premier cas très classique, celui du freelance qui se lance, du petit commerçant, de l'artisan qui démarre son activité tout seul. Là, en général, on cherche la simplicité avant tout. Pas besoin d'une usine à gaz. Le statut d'indépendant en personne physique, c'est souvent le chemin le plus direct et le plus simple pour commencer. Deuxième scénario, on imagine un projet à plusieurs, avec un vrai potentiel de croissance et surtout cette envie de bien séparer les finances de l'entreprise et les finances personnelles. Ah, la SRL. C'est un peu la star des PME et des startups chez nous. Elle est souple et surtout, elle offre cette fameuse responsabilité limitée. C'est vraiment le choix par défaut pour la grande majorité des nouvelles entreprises. Ici, on change de dimension. Le projet est gros, il vise une croissance très rapide, il a besoin de beaucoup d'argent et donc d'attirer des investisseurs. Là, c'est clairement le terrain de jeu de la société anonyme. Tout dans sa structure est pensé pour ça. Gérer des gros capitaux, rassurer les investisseurs et même, pourquoi pas, viser une entrée en bourse. Et si le moteur du projet n'était pas tant le profit individuel, mais plutôt un objectif commun, porté par un groupe de personnes qui partagent les mêmes valeurs? Dans ce cas de figure, la société coopérative s'impose comme une évidence. C'est dans son ADN. La coopération, l'économie sociale, les décisions collectives, tout est fait pour ça. Dernier cas. Que faire quand le but premier n'est pas de faire de l'argent, mais de remplir une mission, qu'elle soit sociale, culturelle ou éducative par exemple? L'ASBL, l'association sans but lucratif, est la structure taillée sur mesure pour ce genre d'initiative. Elle est conçue pour servir une cause, un but désintéressé, même si, on l'a vu, elle peut avoir des activités commerciaux pour se financer. Finalement, on se rend compte que choisir un statut juridique, c'est beaucoup plus qu'une simple formalité. C'est commencer à définir l'identité, l'ADN même de son projet. Tout peut donc se résumer à ces quelques questions clés. Est-ce qu'on se lance seul ou à plusieurs? Quel niveau de risque est-on prêt à prendre? Quelle est la finalité du projet? Faire du profit, coopérer ou servir une cause? Et de combien d'argent a-t-on besoin? C'est en répondant à ça qu'on trouve naturellement le bon statut. Chaque structure est pensée pour une ambition différente. La vraie question n'est donc pas tant quelle est la meilleure forme dans l'absolu, mais plutôt
quelle est l'ambition de ce projet et quelle structure lui donnera les meilleures chances de grandir et de réussir.